Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. C'est enfin une vidéo update lecture. Ne tombez pas. Pourquoi j'ai toujours un problème avec les trépieds, je ne sais pas. Allez là, ça va le faire. On respire, respire encore. J'espère que toi tu vas bien. Alors, je reviens dans cette vidéo pour un petit update lecture puisque j'ai enfin lu 4 livres hors vlog lecture et je vais commencer maintenant. Il n'y a que des très bonnes lectures donc je vais y aller maintenant tout de suite avec un livre coup de poing, un livre coup de foudre, un livre qui m'a heurté et qui m'a surtout fait réagir. C'est Un autre pays de James Baldwin, publié aux éditions Folio, traduit de l'américain par Jean Autré. Je pense que je n'avais pas encore lu de roman qui parle de cette manière-là, de la question du racisme aux États-Unis, de la question de la race, du genre et de la sexualité. Je trouve que c'est un livre hyper original et qu'il faut absolument lire. C'est pas du tout un livre facile, mais ça m'a surpris du début jusqu'à la fin. Ça m'a, j'en perds un tout petit peu mes mots en fait. Un autre pays de James Baldwin, ça parle de Rufus Scott, un jeune noir musicien américain qui a une grande rage en lui. Et en fait, il est un tout petit peu, comment on peut dire ça? Il est très violent envers sa femme, par exemple. Et c'est quelqu'un qui est désenchanté, désabusé, et qui un beau jour va commettre un acte irréparable, un acte sur lequel on ne peut pas revenir et qui va avoir d'énormes conséquences sur son entourage proche, sur sa sœur et ses amis. Donc la première partie, on va suivre Rufus Scott et la deuxième partie, on suit un tout petit peu tout son entourage et tout ce que son geste va avoir comme répercussion sur ces autres personnages qui ont gravité autour de lui. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la première partie du roman parce que j'avais du mal en fait à comprendre le personnage de Rufus vraiment. Et je trouve d'ailleurs que le roman aurait pu commencer dès la deuxième partie. En fait, la deuxième partie, ça aurait pu faire la première partie et commencer comme ça. Mais bon, James Baldwin en a décidé autrement et s'attarde à nous présenter le personnage de Rufus Scott euh, dans la première partie. Ce qui n'est pas non plus inintéressant, hein, mais je dis juste que c'est une première partie qui est très lourde à lire et qui est pas non plus hyper facile. Et j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans, en fait, à rentrer dans le livre. Jusqu'à la deuxième partie qui pour moi est juste phénoménale. Les personnages sont hyper profonds. On va suivre énormément de personnages, hein. On va suivre la sœur de Rufus Scott, son meilleur ami. On va suivre son premier amour, parce que Rufus Scott était bisexuel. Donc on va suivre son premier amour qui est un homme, qui revient à New York après quelques années. Il était à Paris et il revient à New York. Il fait la rencontre de sa sœur et tout ça. Ce sont des retrouvailles qui vont être un peu comme une sorte de bombe à retardement parce que l'arrivée de cet ancien amour, de ce premier amour, va complètement chambouler les relations et les liens entre chaque personnage. Et c'est une espèce de danse folle où chaque personnage en fait va être à un moment donné dans les bras d'un autre personnage. Voilà, tourbillon de liens et de personnages et c'est très fort, c'est complexe. Des fois on comprend pas forcément non plus pourquoi ça arrive, mais ça arrive et il y a quelque chose qui est de l'ordre même de l'inexplicable et de l'indicible surtout. C'est un roman qui m'a fait énormément penser à un autre roman américain que j'ai lu il y a 2 ans, qui est Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. Ça m'a énormément fait penser à ça, même au livre Reflet d'un œil d'or, pour la thématique de la sexualité, du désir, et pour ces personnages qui n'arrivent pas à se comprendre et qui n'arrivent pas à communiquer juste. C'est un livre qui est complet
dans le sens où ça parle de genre, ça parle de sexe, ça parle de race, ça parle de classe sociale. C'est un livre qui englobe tout ça, qui les transmet à chaque personnage. Chaque personnage a une identité complexe comme ça. Et c'est un jeu entre ces différentes identités, entre ces différents personnages, et franchement, c'est plus vrai que nature. On a l'impression de connaître les personnages, de les voir en vrai. Enfin, c'était quelque chose qui était effarant et hyper clair pour moi dans ma lecture. Les dialogues aussi sont juste fous. C'est de la dynamite du début jusqu'à la fin, ce livre. C'est quelque chose qui va venir t'impacter mais énormément, qui va te faire réagir aussi. Ça confronte chaque personnage, chaque point de vue sur une question qui est Rufus Scott, et on se rend compte que Rufus Scott en fait c'est juste le détonateur de plein de choses qui étaient là enfuies en chaque personnage. C'est un livre qui parle aussi de l'amour comme jamais je n'avais lu de passage comme ça sur l'amour ou sur le couple et sur le désir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de variation sentimentale, dans le sens où on va avoir ouais, voilà, des personnages qui sortent vraiment des cases en fait, des cases de tout ça. Même si on peut les faire rentrer dans les cases de l'ordre de la race, de la classe sociale, du genre, de sexualité, à un moment donné, les personnages vont toujours en sortir, et c'est ça qui est le plus désarmant, et en même temps qui est d'un réalisme profond. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je dis que c'est pas un livre facile parce que le style de James Baldwin n'est jamais simple. Et surtout, il est très dur envers ses personnages, surtout envers ses personnages féminins. J'ai trouvé vraiment que autant les personnages féminins étaient très riches, mais autant j'ai trouvé que des fois, ces personnages subissaient des choses qui étaient juste hyper violentes. Et en même temps, ça montre aussi tout le sexisme de l'époque, puisque ça se passe dans les années 60, dans cette Amérique où il existe encore des lois ségrégationnistes. Dans le sud, là on n'est pas dans le sud de l'Amérique, on est vers New York et tout ça, donc plutôt vers le nord. Et donc du coup, un tout petit peu épargné vis-à-vis des lois ségrégationnistes, mais pas tellement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que James Baldwin porte vraiment un regard sévère sur la société américaine. Et oui, il y a quelque chose de très noir aussi, de très dur, de très froid par moments dans ce livre. Mais il y a aussi une espèce de chaleur et, comme je te disais, d'attachement à ces personnages qui sont remplis de défauts comme de qualités, et qui sont surtout défaillants, pleins de failles, des accès, perdus et errants. Et j'ai adoré ça parce qu'il y a aussi une espèce de mélancolie du coup à chaque page et à chaque passage. C'était vraiment très fort comme livre. Je suis hyper content de l'avoir lu parce que c'était un livre que je traînais dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps, et je l'avais toujours pas fait parce que justement à chaque fois que je commençais, je sentais que ça allait être une lecture assez difficile. Du coup, il faut peut-être un tout petit peu se préparer mentalement. Il y a vraiment des thématiques qui sont très dures. Et voilà, lecteur sensible s'abstenir, hein, évidemment. Mais en même temps, je trouve que c'est un livre à lire parce que c'est un livre poignant et très fort. Et comme je te disais, un livre coup de poing. D'un seul coup, il commence à faire hyper noir dehors. Ça sent l'orage approcher. Je dis ça parce que j'ai juste ma fenêtre en face de moi, et en fait, c'était très clair là, au tout début de la vidéo. D'un seul coup, c'est devenu hyper noir avec des nuages hyper noirs. Peut-être qu'on va entendre de l'orage. Après ça, j'ai lu un autre livre, pareil aussi, que j'avais depuis pas mal de temps dans ma palle, et que j'avais mis dans ma pile à lire, dans ce que j'avais envie de lire pour le Cold Winter Challenge. J'ai pas fait toutes mes lectures du Cold Winter Challenge, mais je suis hyper content parce que j'ai quand même réussi à valider quelques menus. Je sais pas si une vidéo bilan du Cold Winter Challenge vous intéresse ou pas, parce que ce sont des livres dont j'ai déjà parlé. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Dis-le moi en commentaire, et si ça t'intéresse, je le ferai. Parlons de ce livre, Alexis, de Marguerite Yourcenar, suivi du Coup de grâce, donc deux courts romans en un seul. J'ai préféré largement Alexis,
au roman Le coup de grâce. Et c'était pour Alexis que j'avais commencé à lire ce livre à la base. Alexis, ça a été vraiment une lecture aussi très sensible et une lecture que j'ai bien aimée. Ça a pas été non plus un immense coup de cœur, mais ça a été une lecture que j'ai trouvée passionnante et très intéressante dans le sens où c'est un livre qui a été écrit en 1927-1928, qui a été réédité après avec une préface en 1960 et quelques. Et Marguerite Yourcenar, dans sa nouvelle préface, insiste sur le fait que Alexis a été écrit à la fin des années 1920, mais donc il y a des choses qui ont vieilli entre 1920 et 1960, et en même temps il y a des choses qui restent très actuelles, et même aujourd'hui. Et c'est ça qui est surprenant et qui est assez étonnant, je trouve. On va suivre le personnage d'Alexis qui écrit une longue lettre à sa femme pour finalement faire son coming out et lui révéler les vrais sentiments qu'il a, non pas pour les femmes, mais pour les autres garçons, les autres hommes. Et du coup, il revient sur son parcours un tout petit peu d'homme et forcément sur sa sexualité et sur ses premiers émois amoureux et ses premiers désirs homosexuels. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre, encore une fois, de la faute. On est dans les années 1920. Et du coup, c'est un livre qui parle de ça. C'est un livre qui fait écho à ma lecture de Coming In, donc ce roman graphique que j'avais lu d'Élodie Font, qui revient sur le fait qu'avant de faire son coming out, le plus grand coming out qui reste vraiment à faire, c'est un coming out envers soi-même, et c'est le fait d'accepter qu'on soit homosexuel et faire un tout petit peu le deuil de son hétérosexualité. C'est un jeune homme qui révèle qui il est vraiment et, euh, et qui le fait avec toujours cette espèce de faute sur lui. Et il y a beaucoup de termes comme contre nature, comme c'est contre la nature, etc. Il y a toujours quelque chose de lié au naturel. Et Marguerite Yourcenar insiste sur cette espèce d'hésitation qu'a Alexis durant toute cette lettre à dire oui, je suis comme ça, mais en même temps peut-être que c'est pas bien, mais je suis quand même comme ça, je suis un pécheur, etc. Donc il y a quelque chose dans l'ordre où Alexis ne sait pas très bien comment réagir et comment s'accepter et comment mettre les mots sur ce qu'il est. Et du coup, c'est un livre aussi également sur l'indicible, sur l'indicible du désir et la révélation de ce désir envers soi-même, quelque chose qui est quand même assez effrayant et pas forcément simple. C'est un livre que j'ai aussi beaucoup aimé sur tout son discours autour du corps et tout le lien que Marguerite Yourcenar fait entre le désir, la sexualité et le corps. Et je trouve que ça, par contre, c'est quelque chose d'hyper original. Et, euh, et elle parle du corps masculin vraiment avec des mots, avec des mots qui moi, m'ont beaucoup touché, m'ont beaucoup ému. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé, vraiment. J'ai été très sensible à, à cette longue lettre et à ce long monologue d'Alexis parce que des fois ça me parlait énormément et je m'identifiais aussi beaucoup à à ce qu'Alexis disait et à ce qu'Alexis pouvait vivre. Commence à avoir une espèce de haine vis-à-vis de son corps et à ne pas comprendre pourquoi son corps réagit de telle façon. Et il parle très bien de cette espèce de détachement, cette impression de ne pas s'appartenir. Je trouve que la plume de Marguerite Yourcenar dans Alexis était vraiment une plume avec des images très belles et des images très sensuelles aussi et à fleur de peau. C'est ce qui m'a un tout petit peu gêné avec le coup de grâce, c'est que j'ai pas du tout retrouvé ça. Dans le coup de grâce, on est aussi dans l'ordre de la confession. Dans le coup de grâce, on est dans la peau d'un général allemand. Voilà, à la guerre 1914-1918, à la Première Guerre mondiale, dans le camp allemand et dans le camp un tout petit peu dans l'autre camp, si vous voulez. On nous dit dès le début que il a participé aux événements qui ont mis Hitler au pouvoir et tout ça. C'est un général allemand qui a une identité un peu trouble
Et pareil aussi, on ne sait pas trop, là c'est jamais marqué, mais on sent qu'il n'est pas entièrement hétérosexuel, ou en tout cas qu'il n'est pas entièrement tourné vers les filles. Il va être le centre d'attention d'une femme qui s'appelle Sophie. Et du coup, c'est un livre sur l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui s'en fout totalement d'elle, quoi. C'est un livre qui ne se finit pas très très bien, un livre assez tragique. Et on m'a dit en message Instagram, c'est quelque chose que je ne savais pas, que Marguerite Yourcenar, quand elle était jeune, était tombée amoureuse aussi d'un homme homosexuel et avait eu un gros chagrin d'amour par rapport à ça. C'était quelque chose qui l'avait marqué. Là, on est aussi dans un roman qu'elle a écrit durant sa jeunesse. Donc je pense qu'il y a aussi une petite part autobiographique. Mais en tout cas, ouais, c'est un livre qui est tombé un tout petit peu à côté pour moi. Je pense que je suis vraiment passée à côté de ce livre. Il y avait des choses que je n'arrivais pas forcément à comprendre. Et surtout, le style d'écriture, je trouvais que c'était là pour le coup, une écriture très élémentaire, quoi. Très classique, très formel. Je dis pas que c'est pas du tout un livre intéressant. Au contraire, je pense que c'est un livre qui serait intéressant à analyser. Dans la préface, Marguerite Yourcenar a dit quelque chose par rapport à ces personnages qui fait un peu tilt, je trouve. Elle écrit « Eric et Sophie surtout se ressemblent par leur intransigeance et leur goût passionné d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. » Ça, je suis complètement d'accord. Les égarements de Sophie sont faits du besoin de se donner corps et âme, bien plus que du désir d'être prise par quelqu'un ou de plaire à quelqu'un. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment la thématique centrale du roman. Et c'est ce qui fait le caractère de ces deux personnages, à savoir que les deux personnages veulent à un moment donné plaire à un autre personnage et aller au bout d'eux-mêmes. Et c'est vrai que Sophie, par contre, c'est un personnage féminin qui oscille entre la dépendance vis-à-vis de sa propre séduction et la dépendance vis-à-vis du regard des autres hommes, et en même temps son indépendance et sa conquête, sa quête de liberté. Sa quête de liberté qui arrivera à la fin du livre, qui va résonner aussi comme une espèce de bombe. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est vrai. Je pense que je suis vraiment passé à côté de son histoire, de ses personnages et du but de Marguerite Yourcenar avec ce livre-là. Ça arrive, et là ça a été le cas, c'est comme ça. Là je passe à totalement autre chose. J'ai lu Teen Spirit de Virginie Despentes. Ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas lu un seul Virginie Despentes, alors que je les ai tous dans ma pile à lire. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait énormément de bien. Alors je sais que c'est un peu bizarre de dire ça vis-à-vis de Virginie Despentes, parce que c'est pas forcément le genre de livre où on se dit ça fait du bien, c'est pas du tout un livre feel good. Là ça a été le livre parfait qui est venu au bon moment. C'est un livre qui est particulier, je pense, dans la bibliographie de Virginie Despentes, dans le sens où, comparé à ce que j'ai déjà pu lire, j'ai lu Baise-moi, j'ai lu Bye Bye Blondie et Les Jolies Choses. Ce livre-là paraît beaucoup plus tendre que mes autres lectures de Virginie Despentes. On retrouve quand même cette rage, on retrouve quand même cette écriture effrénée, directe, brutale. On retrouve ces personnages désaxés. On va suivre le personnage de Bruno, trentenaire, qui est agoraphobe, qui ne sort plus de chez lui depuis au moins 2 ans, et qui est totalement désabusé, et voilà, un ermite moderne. Sauf que la vie de Bruno va totalement être bousculée par une révélation. En fait, il a une fille cachée qui a 13 ans et qui subitement veut le revoir. Enfin, en tout cas, c'est ce que la mère dit à Bruno. Et du coup, Bruno se retrouve à devoir assumer sa paternité du jour au lendemain. Et c'est vrai que Bruno, c'est un tout petit peu un adolescent, dans le sens où son adolescence n'est pas complètement terminée. En tout cas, il se cherche, c'est quelqu'un de perdu. Et du coup, avoir une fille de 13 ans qui est en plein dans l'âge de l'adolescence aussi, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément hyper simple. Et du coup, on est complètement dans cette relation
père-fille, une relation retrouvée, trouvée surtout, une relation qui commence en fait. Et il y a quelque chose d'hyper détonnant. Ça a été vraiment une très très bonne lecture pour moi et je l'ai vraiment dévoré en 4 heures. J'ai terminé ce livre. Il y a beaucoup de tendresse et il y a beaucoup de sensibilité aussi. Mais c'est pas une tendresse mélancolique, bucolique, romantique. Non, pas du tout. Ça reste quand même une tendresse despentes-tienne, mêlée quand même de rage et d'insolence et de plein de choses comme ça. Je trouve aussi que Virginie Despentes écrit très très bien sur l'adolescence, en fait. Vraiment. Ça a été déjà le cas dans Bye Bye Blondie, que j'avais beaucoup aimé. Aussi pour ça, je trouve que Virginie Despentes, elle excelle à décrire l'adolescence. C'est pour ça que je dis qu'il y a une tendresse, mais ça reste quand même du Virginie Despentes pur et dur, parce que la fin, c'est très Despentes, la fin. On retrouve l'essence de l'écriture de Virginie Despentes avec ses personnages, le personnage masculin qui porte vraiment un regard très masculin, très viriliste sur le monde, et en même temps, il y a toujours une espèce de sensibilité malgré tout et de tendresse. Et d'un côté, on va avoir les personnages féminins qui sont toujours très très riches. Il y a toujours voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une espèce de second degré, même vis-à-vis du traitement de chaque personnage. Et c'est ça qui les rend hyper attachants et finalement hyper humains aussi. Et enfin, je termine par un recueil de nouvelles, Rêve de femme de Virginia Woolf. Donc 6 nouvelles traduites par Michel Rivoire. Dans ce livre, on va avoir aussi une postface avec un petit essai qui s'appelle Les femmes et le roman, qui est un tout petit peu l'entrée en matière de Virginia Woolf vis-à-vis de ce que deviendra par la suite son essai féministe Une chambre à soi, un lieu à soi, qui est un livre que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé de Virginia Woolf. C'est une de mes autrices préférées. Et j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles parce que ce sont des nouvelles qui, à chaque fois, viennent parler d'une thématique propre à Virginia Woolf et à l'écriture de Virginia Woolf, qui est l'émancipation des femmes. Et on va avoir des personnages féminins qui, dans chaque nouvelle, vont être en conquête d'une certaine indépendance et d'une certaine émancipation. Ce sont des nouvelles qui viennent mettre aussi en valeur et qui viennent aussi marteler encore une fois la théorie de Virginia Woolf autour de la création, des femmes et de la création. Il faut donner aux femmes la possibilité de créer, mais pour leur donner la possibilité de créer, il va y avoir différents points qu'il faut donner aux femmes aussi, la possibilité de vivre indépendamment, de vivre, d'écrire dans leur lieu à soi, leur donner la possibilité d'avoir une chambre à elles, d'avoir quelques sous, donc d'être indépendante aussi malgré tout financièrement, et d'être complètement indépendante vis-à-vis aussi du cadre familial, de les sortir aussi du cadre familial et du cadre entièrement réservé aux tâches ménagères, au domicile, les faire sortir de ça aussi. Donc c'est donner finalement la liberté aux femmes et la liberté de créer. Et du coup voilà, c'est les conditions que je viens de t'énumérer, qui font partie de cette théorie de Virginia Woolf, qu'elle reprend cette fois-ci ici, dans chacune de ses nouvelles, mais sous une optique fictionnelle, et non plus une optique entièrement théorique. Là, elle mêle la théorie et la fiction, et c'est hyper intéressant à lire. C'est aussi des nouvelles qui vont parler du mariage, qui vont parler du couple, qui vont parler des codes de la société, qui vont parler de l'impossibilité des femmes à entrer dans le milieu du savoir, dans les milieux universitaires, etc. C'est savoureux. Voilà, moi j'aime énormément la plume de Virginia Woolf. C'est une plume à chaque fois qui me parle énormément, qui me touche aussi énormément. J'aime beaucoup sa sensibilité et les images qu'elle utilise. Il y a aussi une autre théorie que Virginia Woolf va déployer dans surtout ses essais littéraires, qui est l'importance pour elle de décrire
des moments d'être. Je trouve ça hyper beau, en fait, rien que cette expression, des moments d'être. Et du coup, c'est vraiment ça. Dans ces nouvelles, on va suivre des personnages féminins dans des moments d'être. C'est des scènes de la vie quotidienne, des scènes de vie de femmes, et en même temps, ce recueil de nouvelles porte très très bien son nom, Rêve de femme. On va suivre aussi des femmes qui rêvent d'être émancipées, qui rêvent de liberté, et on va avoir des femmes qui sont dans des rêveries. On va suivre des rêveries de femmes qui sont par exemple allongées dans l'herbe et qui vont aussi rentrer dans un processus créatif grâce à leur imagination, grâce à leurs rêves et grâce à la création de leur monde personnel. Et j'ai trouvé ça hyper beau, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, donc ce sont des nouvelles qui m'ont beaucoup plu. L'édition est très très bien faite. Les préfaces sont hyper intéressantes. Il y a énormément de liens. Enfin, regarde, tu vois, à chaque explication, il y a des explications de texte en fait. Après chaque nouvelle, et j'ai surligné des tonnes et des tonnes de passages parce que je trouvais ça très très beau et très intéressant. Et il y a aussi toute une part érotique à ces nouvelles, une sensibilité, une sensualité. Virginia Woolf parle aussi très très bien du corps. Il y a aussi beaucoup d'ambiguïté autour de ces désirs de femme. Voilà, pour moi, Virginia Woolf, c'est la sensualité, c'est la sensibilité, c'est la poésie, et c'est beau. Enfin, pour moi, voilà, j'aime énormément la plume de Virginia Woolf, c'est quelque chose qui me parle énormément. Voilà. Voilà du coup pour cette vidéo et pour ces lectures que j'ai faites durant ce mois de mars, durant ce début du mois de mars, sauf pour le James Baldwin. Je participe au Mars au féminin. J'y participe sans respecter les différentes catégories. Je lis juste, j'essaye de lire juste beaucoup plus de femmes durant ce mois-ci, mais ça change rien en fait à mes habitudes de lecture parce que je pense que très sincèrement, je pense que je lis autant d'hommes ou de femmes. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un critère pour moi. Mais je trouve que ce challenge est quand même important parce que c'est important de donner de la visibilité à des femmes qui, et ça c'est quelque chose que Virginia Woolf rappelle, ont manqué de voix et de visibilité depuis des siècles et des siècles, parce que les femmes écrivains, ça a toujours existé. Est-ce que toi, tu participes au Mars au féminin du coup, et est-ce que tu as lu ces différents livres que je t'ai montrés dans cette vidéo? N'hésite pas à venir réagir en commentaire, évidemment, comme à chaque fois, à venir t'abonner, liker cette vidéo et la partager aussi. Ça m'aiderait énormément, ça m'encouragerait. Même si je fais surtout ces vidéos maintenant, surtout pour moi et pour partager mes lectures. Voilà, n'hésite pas à le faire si tu aimes bien mon contenu. Ça fait toujours plaisir, c'est ça que je veux dire. Et bah sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et salut, ciao ciao, bye bye.